je te regarde ou je regarde la caméra? C'est pareil. C'est pareil, je te regarde toi. C'est très bien si tu me regardes, ça fait un peu plus. Ouais, c'est mieux. Ok. Donc, je m'appelle Lucille Thiebaud, je suis déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes pour les Alpes de Haute-Provence. Je suis rattachée au ministère de l'égalité femmes-hommes. Il y a une ministre qui est déléguée du Premier ministre sur ces sujets et il y a une personne par territoire dans tous les départements pour impulser et coordonner la politique des droits des femmes et de l'égalité femmes-hommes sur les territoires. Donc concrètement, je travaille sur différents axes. La question de la lutte contre les violences faites aux femmes, la santé, l'égalité professionnelle et l'emploi et la culture de l'égalité. Et moi, je travaille avec l'ensemble des acteurs pour faire le point où ils en sont sur le territoire et les aider dans l'impulsion de cette politique publique d'égalité femmes-hommes. Alors moi j'ai fait une école de commerce en économie et ensuite j'ai un parcours où j'étais très vite engagée et au niveau professionnel j'ai commencé à travailler dans des associations aussi au niveau de la solidarité internationale, des campagnes de mobilisation en France et puis aussi à l'international en Amérique latine, entre l'Argentine, le Chili, Paraguay, Brésil, Uruguay. Je pense que sur la thématique, j'ai toujours été intéressée par la question des droits des femmes, l'égalité femmes-hommes. Et c'est vrai qu'en Amérique latine, il y avait un mouvement assez fort. Et là-bas, ils parlaient déjà de féminicide à l'époque. Et j'ai suivi vraiment toute cette question plutôt de traite des personnes, violences faites aux femmes. La question aussi du droit à l'avortement qui n'est quasiment pas possible dans toute l'Amérique latine. Et c'est vrai qu'il y a des mouvements qui sont très forts et voilà, c'était assez intense. J'ai participé à différents colloques, différentes mobilisations. Donc c'était vraiment un bel apprentissage de cette dimension internationale du sujet. J'ai aussi travaillé pour des structures qui défendent le fait associatif autour du bénévolat, du service civique. Et puis, changement de vie, décidé de venir vivre dans les Alpes de Haute-Provence. Et donc, j'ai travaillé en collectivité territoriale. J'ai été chef de projet dans une agglomération. Et me voilà maintenant déléguée départementale. Concrètement, mon lien, il est de représenter ce sujet et qu'on ne l'oublie pas. Donc le rôle, c'est de toujours venir dans les différentes instances et dire et sur ce sujet, on en est où? Et de faire en sorte que ça avance. Et aussi de voir ou d'être interpellé par le public sur des difficultés que peuvent rencontrer les femmes sur le territoire. Et les difficultés, il y en a plein. L'accès à la santé n'est pas forcément facile. L'accès à la question de la mobilité, l'accès à l'emploi, l'accès aux études supérieures, et il y a d'avoir une vision genrée des problématiques de la société et aussi de montrer que ces inégalités, elles se retrouvent partout. Et oui, on peut traiter les sujets de façon globale, femmes et hommes, c'est la même chose. En effet, on a envie que ça soit la même chose, sauf que dans les faits, dans les chiffres, c'est pas égalitaire. Donc moi, je suis là pour rappeler le sujet et voir à quel endroit je peux travailler pour que ça avance. Le gros sujet sur lequel je travaille, c'est quand même les violences faites aux femmes. C'était les violences conjugales, les violences intrafamiliales, c'est un sujet on entend beaucoup parler. Et les chiffres ne font qu'augmenter. Il y a eu le MeToo depuis quelques années. Depuis 2019, il y a eu le Grenelle. Entre 2022 et 2023, on a plus de 10% de faits constatés de violences conjugales. Donc ça veut dire que ça a toujours existé, sauf qu'il y a une libération de la parole. Les femmes en parlent, il y a des plaintes, il y a des faits constatés et il y a besoin de travailler le sujet. Donc d'accompagner ces femmes. Alors je dis les femmes, naturellement il y a aussi des hommes, mais à 86-87% ce sont des violences faites aux femmes. C'est pour ça qu'on en parle comme ça. Il y a aussi des questions de violence réciproque. Et donc, mon métier est de travailler avec les forces de l'ordre, avec la justice, avec les associations, pour voir comment cette prise en charge des violences conjugales, elle peut être optimisée et comment on travaille tous ensemble sur le sujet. Ce que ça m'inspire, c'est vraiment le fait de rendre hommage au mouvement en faveur des droits des femmes de façon globale, de façon au niveau à la fois international et en France, et de valoriser tout ce qui est fait. Se rappeler l'histoire et pourquoi il y a cette journée, c'est-à-dire qu'il y a toute une évolution, hein, on n'avait pas le droit de vote, on n'avait pas le droit de travailler, on n'avait pas le droit d'avoir un compte bancaire sans l'autorisation de notre mari. Ces choses, elles évoluent, mais il y a toujours une nécessité de faire évoluer nos droits, que ce soit en France,
Et puis à l'international, on le voit d'autant plus parce que c'est vraiment variable en fonction des pays. Donc c'est un peu une journée où on se rappelle ces enjeux et on met ces enjeux en avant, en lumière. On montre les belles avancées et le chemin qui reste à parcourir. La journée internationale des droits des femmes n'est pas la journée des femmes, ce qu'on a beaucoup entendu. Alors maintenant, c'est de plus en plus rectifié dans les médias, mais vraiment le principe de on offre une fleur à ses collaboratrices ce jour-là, ou toutes ces petites intentions. Enfin, oui, ça part de bonnes intentions, mais honnêtement, moi, c'est des choses qui ça me donne des crispations. C'est du sexisme ordinaire, c'est quelque chose de bienveillant. Oh, vous les femmes, c'est votre journée, bonne fête, une fleur. C'est nous ramener à la condition de femme. Alors c'est pas le sujet. Le sujet, il est beaucoup plus global, beaucoup plus. C'est comme un dénigrement, c'est-à-dire Journée internationale des droits des femmes. Waouh, quoi, ça claque. Journée des femmes je t'offre une fleur. Enfin, bah non, non, parce que là, on aura des pâquerettes. Voilà, j'ai fait le lien entre les roses et les pâquerettes. C'est bientôt prêt. Il y a ma maman déjà, qui est proviseur. Il y a plein de femmes comme ça qui m'ont dit ok, donc les femmes, elles peuvent vraiment prendre des responsabilités, elles peuvent assurer. Et ce que j'aime aussi, c'est une certaine finesse de l'analyse aussi, certains positionnements. Voilà, j'ai eu plein de femmes inspirantes dans ma vie professionnelle. L'idée, c'est de pouvoir permettre l'émancipation de la femme et que la femme, elle puisse aussi travailler à l'égal de l'homme avec un salaire égal. Donc, il y a un gros enjeu à ce niveau-là. Hein. En termes de salaire pur, on est à peu près entre 10 et 12% de différence. Une femme qui a au même poste, même expérience par rapport à un homme, elle gagne 10% en moins. Après, globalement, si on compte l'ensemble des ruptures dans le parcours professionnel d'une femme qui va être plus avec du temps partiel, donc elle va moins travailler avec les hommes, avec du temps partiel subi, avec les congés maternité, elle va arriver à peu près, on estime entre 24, on entend 27% de différence de salaire. Comment concrètement ça se fait pour lutter contre ces inégalités? Il y a la législation qui permet de se dire bon ben voilà, il y a un cadre, et depuis 1972 au niveau du travail, on met des lois pour améliorer cette parité de salaire, d'accès à l'emploi, casser ce plafond de verre pour que les femmes arrivent à des postes à responsabilité, essayer de lutter contre les stéréotypes, notamment par rapport aux filières. Les femmes peuvent autant faire mais elles s'autocensurent. Où on les censure aussi indirectement. Il y a des choses qui sont conscientes, inconscientes de la part de la société. Donc il faut agir à tous les niveaux. Et on se rend compte que c'est très compliqué et que les lois ne sont pas forcément appliquées, qu'elles ne permettent pas tout. Donc moi, je suis convaincue que dans le panel de mesures qu'il faut mettre, il y a un besoin énorme sur l'éducation. L'éducation et l'éducation à tous les niveaux, l'éducation par l'école, l'éducation nationale, mais dès la crèche, dans la sphère familiale. Et c'est comment on prend conscience de l'ensemble des stéréotypes qu'on a et qu'on les casse, qu'on les déconstruit pour pouvoir changer voilà, cette condition et la construction que les femmes se font d'elles et dans quelle case on les met. Ces inégalités, elles ont un impact autant sur les femmes, je parle beaucoup des femmes et des petites filles, mais aussi sur les petits garçons et les hommes. Donc on va tous y gagner à travailler le sujet, et donc il y a plein de choses qui se font, et il y a plein d'outils qui existent. Sur TikTok qui dit juste que l'algorithme, à partir du moment où on commence à choisir des vidéos, ça va s'amplifier sur cette thématique. Donc quand on commence à avoir des vidéos de masculinistes sur des masculinités par exemple qui critiquent le mouvement féministe ou ces questions d'égalité femmes-hommes, et ça va engendrer encore plus de vidéos et c'est exponentiel. Donc en effet, il y a beaucoup d'intox et malheureusement il y a beaucoup de sexisme qui tourne sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et en même temps, c'est aussi un canal de diffusion de magnifiques initiatives, de mobilisation citoyenne et d'associations. Donc j'ai envie de dire, il faut, comme tout, être pour les jeunes, intéressez-vous à tout, soyez formés, curieux et posez-vous des questions.
Il y a des évolutions qui sont positives. Sur les violences faites aux femmes, par exemple, maintenant il existe un protocole global de prise en charge sur les violences intrafamiliales, donc c'est tout ce qui se passe au sein de la famille. Et on voit le fait que tout le monde travaille bien ensemble entre les gendarmes, la police, la justice, les associations d'aide aux victimes qui font que une personne qui serait victime, elle va être tout de suite prise en charge, elle va être appelée, on va lui proposer un encadrement global. Un auteur, on va aussi proposer de l'accompagner parce que sur les violences, ça peut arriver à... Enfin, c'est tout le monde. C'est pas l'autre jour, il y a un jeune qui me disait oui, mais de toute façon, c'est des tarés. Malheureusement, non. Et on se rend compte que ici, quand on n'a jamais su exprimer ses émotions, quand on a soi-même eu une famille où il y a eu de la violence, on a l'impression que c'est un peu quelque chose de normal. Et non, mais il faut réapprendre à faire autrement. Et ça, c'est possible. Donc moi, je pense que l'humain peut s'améliorer. Et donc, il faut être accompagné dans un sens en tant que victime ou en tant qu'auteur. Et il y a des choses qui sont mises en place. Donc, non, il y a des belles choses mises en place. Après, il faut naturellement continuer à former sur ces sujets. Les faits de sexisme évoluent, mais je pense que c'est aussi parce que il y a libération de cette parole, et tant mieux. Après, il y a sur cette génération, enfin sur les jeunes, les 20-35 ans, il y a quand même, je pense que les réseaux sociaux, tout ça, et puis des tensions, parce que forcément parler d'égalité, ça crée... on a peur, du coup il y a une diabolisation des associations féministes, on a peur que ça fasse la révolution, qu'elles soient contre les hommes, les médias n'aident pas à avoir un discours apaisé sur le sujet, et bien c'est bien dommage. Et c'est vrai que quand j'avais vu qu'un quart des 25-34 ans pensent qu'il est parfois nécessaire d'être violent pour se faire respecter, voilà, c'est des chiffres qui me chagrinent, et moi je pense que c'est pas nécessaire. La violence, ça engendre que de la violence, et on le voit, voilà, c'est de pire en pire. Donc déconstruisons tous ce modèle, et on y gagnera tous. Voilà. Plein de fois. Ouais. Plein de fois. Est-ce que tu peux nous dire des exemples? Ouais. Oui, et puis moi je me dis, si j'étais comme ça, comme maintenant, quand j'étais plus jeune, il y a tellement de choses que j'aurais pas laissé passer. Et par exemple, quand j'étais nouvelle dans un travail, j'avais mon chef qui déjà il m'avait fait le tour du bureau en faisant des commentaires, en disant: vous avez vu ma nouvelle collaboratrice, elle est pas mal. J'étais hyper gênée, j'étais hyper mal. En plus, je venais de commencer un nouveau boulot. Et c'était vraiment des gros sous-entendus, ils faisaient des blagues, c'était hyper malsain, et j'ai rien dit. Et il y a tellement de situations comme ça où j'ai rien dit du même type, de remarques sur mes tenues, sur des regards insistants sur la poitrine que j'aurais pas dû laisser passer. Après, c'est facile de dire ça comme ça quand on le vit, quand c'est son responsable, quand c'est un nouveau travail. C'est pas simple. Ce que je conseillerais, c'est de pas forcément le dire en direct, parce que c'est pas forcément facile de s'affronter à la personne, mais d'avoir des alliés, c'est-à-dire d'avoir un autre collègue ou une collègue à qui en parler, et de se dire on est d'accord, ça va pas, et peut-être d'aller en parler à une autre personne, un tiers, qui elle fera l'intermédiaire, parce que franchement, se confronter à la personne, c'est vraiment extrêmement difficile. Dans mon parcours, j'ai beaucoup été poussée par des femmes et des hommes, et ça m'a beaucoup aidée, parce que je me mettais moi-même des freins, et c'est souvent ce qui arrive. Pas pour toutes les femmes, mais pour plein de femmes. Et je sais que dans le secteur associatif, on m'a poussée à dire: mais non, mais en fait, tu as toutes les capacités pour être présidente de l'asso, donc sois présidente. Après, mais non, mais tu peux postuler pour être dans ce réseau national, donc vas-y, postule. Pour une fiche pour un poste, quand il y a une fiche de poste, quand on cherche du travail, en général, une femme va répondre à la fiche de poste quand elle a 80% des compétences avec son parcours, alors qu'un homme va répondre à la fiche de poste s'il a que seulement 30%. Ça montre à quel point on a besoin toujours de se sentir légitime pour y aller. Et ça, il faut en avoir en tête. Donc les filles, en fait, on y va, on fonce. Et vous êtes vraiment capables. Les pères, vous poussez votre fille. Les frères, vous poussez vos sœurs. Les copains, vous poussez les copines. On y va, et les filles, vous êtes capables. Quand on est plus jeune, on doute.
on se sent pas capable. Et en fait, mais vous êtes chacun des pépites avec plein de choses en vous. Moi, je pense qu'il faut vraiment avoir confiance en soi. Et donc ça, je pense que par l'accompagnement de la mission locale, ça aide. Prendre confiance en soi, se dire qu'on est capable de faire des choses, des belles choses, des petites, que ce soit petites ou grandes, et des petites qui deviendront grandes. Les nanas, allez-y. et les gars aussi, parce que en effet aussi, il y a une injonction. On dit les hommes à être sûrs d'eux, justement, mais en fait, c'est pas le cas de tout le monde. Et aussi, il y a plein d'hommes qui souffrent de cette virilité imposée, de ces inégalités, parce que il y a un modèle à être et qui sont pas forcément. Et donc vous aussi croyez en vous. Enfin, quand je dis les filles empowerment, les garçons aussi croyez en vous, parce que ce modèle général qu'il faudrait atteindre pour les femmes, être comme ça, pour les hommes comme ça, tout ça c'est des stéréotypes, c'est des constructions. Et en fait c'est pas la vie. Donc soyez vous-même et croyez en vous.